Le maître Costa Gavras aujourd'hui va parler de cinéma et il sera accompagné de Nathalie Nezik à droite, critique de cinéma, journaliste, chercheur et spécialiste du cinéma de Costa Gavras, et le professeur Emmanuel Larraz, professeur et historien du cinéma et professeur à l'université de Dijon. Donc voilà, la rencontre va se passer de la façon suivante. Ce sont les deux invités avec M. Costa Gavras qui vont peut-être commencer par une intervention et puis voilà, intervention, échange avec M. Costa Gavras et ensuite il y aura un échange avec le public. Emmanuel, Nathalie, monsieur Emmanuel, tu commences. Bon, d'abord, bonsoir. Je voudrais simplement dire qu'il y a un mot qui a été prononcé plusieurs fois, maître. Ça ne me convient pas tellement non plus. Une disciple. Oui. Bien, je veux évidemment remercier l'équipe du festival d'avoir eu la bonne idée de m'inviter, spécialement Pilar, évidemment. Je pense qu'il y a eu l'idée de faire le lien entre le cinéma espagnol et Costa Gavras, dont je suis spécialement honoré, enfin spécialement content d'être à côté de ce grand monsieur, pourquoi ne pas l'appeler maître. Maître dans son sens plein est un très beau mot, je crois. Et j'ai amené un livre, voyons, ne se refait pas, juste, je vais vous lire deux ou trois lignes. C'est un livre qui a eu un gros succès en Espagne, qui s'appelle La Buena Memoria, la bonne mémoire, facile, vous voyez. Un livre d'entretien de Diego Galán, qui était un grand journaliste, enfin qui est un grand journaliste au pays, qui a été le directeur du Festival de San Sebastián pendant des années, et il a eu la bonne idée de réunir un grand acteur aussi qui s'appelle Fernando Fernán Gómez, et celui qui avait été le directeur de la revue Triunfo, qui à l'époque, jusqu'aux dernières années du franquisme, c'était la revue progressiste. Et donc, il les a réunis pendant plusieurs jours, ils ont publié ce livre d'entretien où ils se souviennent de leur lutte. Et ils évoquent là les années 70. Et je le lis, je traduis, je pense que c'est plus facile. Donc, celui qui était le directeur de Triunfo dit aux journalistes « Tu te souviens, Diego, la première fois que nous avons reçu à Madrid Semprún et Costa Gavras ?» Eux, ils s'en souviennent, vous voyez, ils font le bilan de leurs années. Et l'un des événements, ça a été évidemment la première fois où Semprún et Costa Gavras sont arrivés à Paris. Donc, sont allés les interviewer, Diego Galán et Fernando Lara, qui a également est devenu ensuite le directeur de notre festival de cinéma. Et le directeur de Triunfo, non, plutôt le journaliste, dit « Oui, en effet, ils avaient eu le malheur que le premier film qui a été projeté en Espagne, ça a été La Confession, l'aveu, basé sur le roman d'Arthur London. Et en Espagne, le film antérieur, Z, était interdit. Et alors, ils expliquent que eux, dans la revue, ils avaient un grand intérêt, disons, ils voulaient bien montrer, leur signaler qu'il y avait ce film antérieur, Z, qui, ceux qui connaissent le film peuvent comprendre pourquoi la dictature avait interdit Z, et ils rappelaient que, par contre, pour l'aveu, il voulait également expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un film qui pouvait être récupéré par le franquisme, mais d'un film qui était anti-stalinien. Voilà, simplement signaler ça. Vous voyez, et ensuite, ça continue, ils en parlent. L'importance, évidemment, de Costa Gavras, spécialement dans les trois films, avec Semprún, et ensuite, évidemment, dans le monde hispanique en général, évidemment, un film comme Missing, par exemple, on comprend que dans le monde hispanique, spécialement, il est important partout, mais spécialement dans le monde hispanique, le cinéma de Costa Gavras donc, est important parce que malheureusement, les spectateurs ont connu des situations de dictature, d'oppression, et dont ils ont vu ce cinéma engagé. Je sais que c'est un mot qu'on emploie toujours, mais c'est comme c'est un mot qui est important. Car finalement, tout est engagé.
Hein. Ceux qui ne sont pas engagés s'engagent aussi, comme vous savez. Enfin, il y aura une discussion. Et voilà, je me souviens, il y a 20 ans, à peu près, oui, il y a 20 ans, j'ai fait un cours d'été à Louisville, dans le Kentucky, un cours d'été sur le cinéma français pour des professeurs de français. Et je me souviens que le premier film que j'avais tenu à passer, c'était Z. Et j'avais démontré que c'était un film typiquement français, avec un Italien, hein, un Espagnol et un Grec. Voilà. Donc tout ça, c'est en rapport avec tout le cinéma, évidemment, de Costa-Gavras, avec l'idée qu'on peut avoir de ce qu'est un Français. Je pense qu'ici, à cette table, nous sommes beaucoup à n'être pas, disons, de vrais Gaulois, mais néanmoins Français. Et voilà. Et à Nantes, aujourd'hui, j'ai découvert en plus, disons, un homme qui m'a semblé généreux dans la présentation du cinéma, par exemple, de Carlos Saura, qu'on connaît bien, à Nantes, quelqu'un qui est capable d'apprécier le bon cinéma des collègues, et également, en revoyant le film Eden à l'Ouest, j'ai pu apprécier, c'est pour des pistes de discussion, l'élégance de son style. Je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à peut-être ma collègue. Bonsoir. Donc moi, histoire de régler le problème des mots qui fâchent ce soir, donc après celui de maître, j'évoquerai celui de cinéaste engagé, même si effectivement Costa-Gavras est connu comme cinéaste engagé du fait de Z qui était tout de même son 3e film. Bon, à juste titre aussi, Z sort en février 1969, si je ne me trompe pas. Donc après un calcul savant, je dirais que c'était un an après 68, après mai 68 surtout. Et en France, donc à l'issue de mai 68, enfin dans la mouvance de la révolution des idées de mai 68, il y a un courant qui s'est un peu créé dans le cinéma, un genre qui a essayé de se créer, qui était le genre du cinéma politique. Donc Costa-Gavras, mais il y a d'autres noms qui me viennent en tête. Il y a René Alliot, il y a Yves Boisset, d'autres encore. Il y avait dans un autre registre Jean-Luc Godard. Donc c'est vrai que cette notion d'engagement, elle est quand même très marquée idéologiquement dans une période qui était une période qui était par ailleurs où il y avait une inflation justement de concepts idéologiques et politiques. Et la question de l'engagement, même si elle a sa raison d'être, on peut peut-être l'interroger et l'ouvrir un peu. C'est-à-dire, est-ce que l'engagement, comme disait tout à l'heure Emmanuel, tout le monde quelque part est engagé. Vous faites un film, vous vous engagez à faire ce film. Après, il y a l'engagement contre et pour. C'est vrai que dans la mouvance de 68, on a parlé de Z, l'aveu, 72, on pourrait parler de Section spéciale, qui est un film moins connu, de 76. On s'engageait, donc pas spécifiquement là en ce qui concerne le cinéma de Costa-Gavras, mais on s'engageait, même si un peu quand même, contre. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut s'engager pour aussi? Est-ce que l'engagement contre ne peut pas être, in fine, stérile et trop oppositionnel pour qu'il y ait finalement quelque chose qui en ressorte? Donc on va... Alors moi ce que je propose, c'est qu'on profite justement de la présence de Costa-Gavras, de cette étiquette qu'on lui a un peu collée, qui, comme je l'ai dit, peut être aussi discutée assez juste d'un certain côté. Je propose voilà, qu'on parte sur cette idée d'engagement et de ce que ça représentait pour des films qui fonctionnent un peu comme une trilogie. Je pense qu'il y a donc Z, l'aveu et État de siège qui fonctionnent comme une trilogie politique. Et peut-être qu'on arrivera à interroger cette question de l'engagement avec, moi, ce que je verrais un peu comme une trilogie sociale, qui sont les films des années 2000, à savoir Le Coup près, Eden à l'Ouest, que peut-être certains d'entre vous viennent de voir, et le dernier film, Le Capital. Eh bien, Nathalie a parlé de l'engagement contre. Moi, je dirais plutôt que c'est l'engagement pour, parce que le contre montre mieux le pour. En fait, Z, c'est un film qui montre, qui décrit plutôt un système dictatorial qui utilise la police, l'armée et la justice pour ses intérêts, pour imposer sa politique et son dogme. Mais en même temps, pour moi, si c'est contre cela, en même temps, c'est pour, puisqu'il montre que ce n'est pas ça, la justice, ce n'est pas ça,
une société. Voilà, c'est un peu ça le comportement d'un pays démocratique. Donc c'est pour la démocratie. C'est un peu à l'envers, peut-être c'est pas compréhensible immédiatement. Alors l'aveu, c'est pareil. C'est pareil, montrer ce qui était capable de faire le système stalinien, c'est-à-dire le négatif du stalinisme, montrer qu'il fallait qu'on est pour un autre système, et en tout cas pas pour celui-là. Voilà. Alors l'engagement. L'engagement forcément est engagé. Forcément est engagé, même si ce mot il était 1000 fois utilisé et galvaudé, à partir du moment où on fait un film, automatiquement, il y a des milliers, parfois des millions de spectateurs qui voient ce film. Et ce qu'on raconte, c'est un engagement vis-à-vis de ces spectateurs. C'est-à-dire le respect, si vous voulez, qu'on peut avoir pour ces spectateurs, par rapport au sujet que l'on traite, c'est un engagement. C'est ça que j'appelle essentiellement l'engagement. Et le respect, c'est quoi? C'est l'utilisation, puisque au cinéma, on a tous les moyens pour manipuler le spectateur, par les sons, par les images, par le montage, par tout cela, par des choses d'acteurs. L'engagement consiste à respecter l'éthique. Parce qu'un film raconte, comme L'Aveu, comme Z, ce sont des vraies histoires, ou État de siège, ou Missing, c'est des vraies histoires. Donc, et se passe dans un laps de temps, dans plusieurs mois. Un film est réduit à un temps d'1h30, 2h30 maximum. Après, ça n'est plus possible. Donc, l'engagement, c'est de respecter l'éthique des personnages et l'éthique des situations, de ne pas manipuler les spectateurs pour montrer ses propres idées. Voilà, moi, je pense que le stalinisme, ceci et cela. Non. Il était très important de montrer exactement, pour L'Aveu, je ne sais pas pour ceux qui l'ont éventuellement vu, il fallait respecter ce que London a raconté. On a dit quelquefois, mais non, London était ceci, London a fait ceci en Espagne ou ailleurs. Non, on a pris son livre, on a respecté complètement ce livre, et ses positions, ce qu'il raconte, et c'était ça l'essentiel. Et c'était là aussi un mécanisme, comment comment un système, qui était le système communiste, s'arrange, ou convainc les gens de se détruire pour sauver le système, pour sauver le parti, qui est finalement une abstraction. Voilà. Donc, essentiellement, l'engagement, pour moi, c'est cela. Respecter l'éthique des situations qu'on traite dans un film, et l'éthique aussi des personnages, que ce soit des personnages, que ce soit pour ou contre. C'est vrai qu'on peut très bien, et on l'a beaucoup vu dans le cinéma américain, quand on a un méchant, on prend un acteur avec une sale gueule. Voilà. Et tout est méchant chez lui, sa maison, son chien, ses enfants, tout est méchant. Donc on est sûr que pour le spectateur, il va être convaincu que c'est méchant. Donc j'essaye de faire le contraire dans les films. Les films que je fais, par exemple, en Amérique, les méchants, ils ont des visages. Je qu'un exemple, c'est un film qui s'appelle La main droite du diable. Pour le plus méchant de tous, j'ai choisi un acteur qui avait la tête de Paul Newman. On disait d'ailleurs à l'époque qu'il allait être un jeune Paul Newman. Voilà. Je pense que c'est ça que j'appelle aussi, d'une certaine manière, ne pas manipuler les spectateurs. Il y a un film, par exemple, peut-être quelques-uns, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu, il avait une petite carrière, c'était sur Cuba. Alors il y avait Fidel Castro, film américain, et il y avait aussi Che Guevara. Fidel Castro a été joué par un acteur terrible qui était dans tous les mêmes mauvais films. Il était sans arrêt avec une bouteille, Jack Palance. Vous vous souvenez de Jack Palance? C'était vraiment terrible. Et il était toujours avec une bouteille d'alcool qu'il buvait sans arrêt tout en parlant politique, etc. Alors c'était drôle parce que cette bouteille d'alcool, c'était marqué Metaxas. Metaxas, c'est un cognac grec. Mais comme... Pourquoi les Cubains? Voilà, c'est ce genre de choses que le cinéma a fait beaucoup, nous avons fait beaucoup, et c'est vrai que ma génération essaye de ne pas utiliser ce genre de trucs pour raconter des histoires. Je ne pense pas que c'est une explication correcte pour l'engagement. Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parlais de l'engagement contre des années 70, donc la dernière réponse, c'était que c'était un engagement justement très dogmatique. Parce que vous n'êtes pas dans vos films, vous vous proposez des clés, vous n'imposez pas un discours, alors que le cinéma engagé politique des années 70 était un cinéma dogmatique qui imposait des discours. Vous avez donc effectivement des films assez complexes finalement, parce que ce soit L'Aveu ou Amen, des films un peu dossiers, où il y a beaucoup d'informations à intégrer, à brasser. Et surtout, c'est des fins qui sont, que moi je vois comme des fins ouvertes, pas des fins qui, même dans Éden à l'Ouest,
finalement, cette fin, pour ceux qui l'ont vu, c'est une fin, enfin, je ne sais pas, porteuse d'espoir, c'est une fin triste, il rencontre le magicien qui l'envoie pète, mais qui lui donne une baguette magique quand même. Tout à fait. Donc, il y a quand même Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a tout ça. Oui, c'est ça. l'espoir, voilà. Voilà, il part vers la Tour Eiffel, voilà, qui brille, qui clignote, mais oui. Non, vous avez parlé de 68. Il est vrai qu'en 68, il a fleuri un cinéma de militance. Alors on dit souvent, vous êtes militant. Non. Le militant, avec le cinéma, avec ses idées, avec ses livres, etc., propose des solutions dans la société. Le cinéma, enfin, comme je les conçois, ne propose pas des solutions, essaye de poser des questions et laisse le spectateur ouvert au spectateur de réfléchir ou de ne pas réfléchir, de continuer sa réflexion et d'en prendre plus sur tel ou tel sujet, ou alors abandonner complètement. Voilà. À mon avis, c'est une différence fondamentale. Oui, juste, donc, pour jouer mon rôle, un sujet qui est brûlant pour l'Espagne, c'est la mémoire. Et je pense, en effet, aussi, vous avez, dans certains films, vous aviez parlé de la mémoire du passé, par exemple, section spéciale, dans la mesure, disons, c'est un engagement de traiter certains sujets, par exemple le Vichy, ou alors dans la boîte à musique, Non, de parler disons, des criminels nazis qui étaient réfugiés. Et je me souviens qu'à un moment donné, il y a un personnage qui dit on ne peut pas changer le passé, mais au moins on peut le connaître. On peut le connaître. Et, bon, par exemple, en Espagne, pendant longtemps, il y a des gens qui disent, bon, c'est fini, on efface tout, on ne veut pas savoir, et d'autres qui luttent, justement, pour connaître, c'est tout, pour qu'on sache ce qui s'est passé vraiment. Et c'est en rapport avec les deux mémoires. À un moment donné, il y a une mémoire qui s'est imposée, et puis il peut y en avoir d'autres. Non, en fait, vous avez parlé de mémoire, c'est le film de Georges Semprin ou Jorge Semprún, pour parler un peu à l'espagnol, qui a décidé un jour qu'en Espagne, il n'y avait pas qu'une mémoire, il y avait deux mémoires. Donc il fallait parler de ces deux mémoires. Et il a fait un film qui, malheureusement, a été toujours le temps cinématographique à réduire à un certain temps. Or, il a fait des heures d'interviews, et il a interviewé des deux côtés, tout le monde. Et c'est vrai, c'est un film bouleversant, parce que tout d'un coup, on voit une autre Espagne que celle qui nous a été proposée par des différents, d'ailleurs pas les uns par les autres. C'était que pour Franco et contre Franco, ou c'est qui était contre Franco. Et alors, vous avez parlé de Vichy. Pour moi, Section spéciale, c'est pas vraiment un film sur Vichy, c'est sur la justice. Il est vrai qu'il y a eu une chose qui n'a jamais été faite avant, en tout cas pas dans les pays démocratiques au monde, c'est qu'il y a eu il y a des gens condamnés et rétroactivement. C'est-à-dire, la loi, ils avaient fait des choses qui ne tombaient sous le coup de la loi, et la loi a été faite après, ils ont été condamnés à mort par la suite. Voilà. Et des juges l'ont accepté. Certains juges, jusqu'à un certain moment, après ils sont arrêtés. Mais ça, c'est une chose, comment la justice, qui à mon avis est le fondement de la démocratie, le fondement de la société, parce que les hommes politiques changent, ils peuvent faire des choses bien, des choses mal, etc. Mais la justice doit être égale et juste tout le temps. Comment était possible que des juges, à cette période-là, poussés par le régime, ont oublié l'essentiel de l'éthique de la justice, qui est de condamner les gens avec une loi. Quand il n'y a pas de loi, on ne condamne pas les gens. Ils ont fait voilà, c'était surtout ça. Mais il y a eu deux personnes qui ont parlé de ça. C'était bien de parler de ça, alors que ça avait été occulté jusque-là. On n'en parlait pas. C'est ça qui est important, d'en parler pour qu'on sache que cela a eu lieu. Cela a eu lieu, d'ailleurs. Il y a eu après, à la suite de cela, des discussions avec des juges, avec des réunions un peu partout, pour voir comment c'était possible. Et c'était assez surprenant de voir des jeunes juges. J'étais même à Bordeaux, où il y a une faculté qui prépare les jeunes. C'est ça. L'école de la magistrature. Voilà. Et les jeunes étaient absolument effarés. Ils disent, mais comment c'est possible qu'on ait pu faire cela? Voilà. Donc on est dans la mémoire. Et je pense que la mémoire, c'est important, surtout quand il s'agit des sujets de société aussi importants, de le rappeler. Parce que ça prépare un peu, je dis un tout petit peu d'une manière un peu
disons, banal. La mémoire, c'est un peu comme les rétroviseurs que nous avons pour voir ce que, quand on conduit, pour voir ce qui vient, ce qu'il a été, pour pouvoir conduire correctement vers l'avant. Et par ailleurs, donc là, sur ces questions de mémoire, justement, on parlait de section spéciale, Amen, Music Box. Ce sont des films, effectivement, où la mémoire n'est pas plaquée. Moi, je dirais qu'il y a toujours l'histoire des gens, la petite histoire, qui est confrontée à la grande histoire, l'histoire avec un grand H. Music Box, c'est certes l'histoire de ces criminels de guerre collaborationnistes en Europe. Bon, là, en l'occurrence, c'est un Hongrois qui a fait partie des sections spéciales hongroises pro-nazis qui se retrouvent aux États-Unis, mais aussi c'est l'histoire d'un père et de sa fille, d'une relation filiale, comment elle découvre son père. Enfin, le film aussi est une question d'amour, de désamour, de trahison. Est-ce qu'on peut trahir son père? Ce qu'elle fait un peu à la fin, enfin, de trahir. C'est-à-dire qu'à la fin, alors qu'elle l'a défendu en disant qu'il n'était pas un criminel de guerre, ce qu'il s'avère être, elle le découvre en allant justement en Hongrie. Voilà, elle se détache, et puis le dernier plan, si j'ai bon souvenir, c'est elle prend son fils, qui aime beaucoup son grand-père par ailleurs. Et on suppose qu'elle va lui expliquer. Donc la transmission se fait aussi dans une histoire personnelle, pas seulement dans une mémoire générale. En fait, le film est né d'une manière un peu particulière. Un producteur américain qui m'a dit de faire un film avec eux. Il y a longtemps que je n'avais pas été en Amérique. Et il m'a dit, venez faire un film avec nous, etc. Et nous essayons de faire un film sur les criminels de guerre qui sont réfugiés en Amérique. Le sujet m'a paru un tout petit peu restreint. Ils ont commencé, en effet, à cette époque en Amérique, à faire des procès contre... Et puis, j'ai lu des livres, et je suis tombé sur un livre d'un haut fonctionnaire du département d'État qui écrit, avec des noms, etc., il dit 20 000 criminels de guerre ont pu se réfugier en Amérique. Et il donne des noms, il donne des lieux, il donne des gens qui ont eu des positions très importantes. Il cite même M. Brown, vous savez, c'est lui qui a fait la fusée qui est devenu héros national. Or, en même temps, M. Brown, il a fabriqué les fusées, le 22 allemandes, avec lesquelles ils ont attaqué, et qui ont été faites dans une mine de sel où quelques 30 000 prisonniers, notamment juifs, sont morts pour faire cette fusée. Donc, il disait tout ça, et alors, en Amérique, au début, on les a utilisés, tous ces gens-là, comme des victimes du communisme. D'ailleurs, il y a un fameux cardinal Spellman, à New York, qui les a utilisés comme victimes du communisme. Alors, ils ont été dans toutes les manifestations, portant le drapeau américain, le drapeau de leur pays, et faisant des discours, comme ils avaient souffert. Et puis, peu à peu, avec le temps, comme ça arrive souvent en Amérique, les gens ont commencé à fouiller, des journalistes, et ils ont découvert que certains d'entre eux n'étaient pas aussi bleu-blanc aussi, et ils étaient vraiment Et il y a eu une série de procès, et c'est comme ça qu'on a fait le film. Alors, pour la grande histoire, le scénariste avec qui je travaillais, qui voulait faire ces sujets, et on a beaucoup travaillé. Des années plus tard, il a écrit dans ses livres, il ne me l'a pas révélé avant, mais il avait dit, avant son livre, il s'agissait de son père. Il était journaliste, et il a découvert que son père était criminel de guerre. Et il a voulu faire ce film, donc on a écrit ensemble ce film. Et la seule chose qu'on a fait, on a un tout petit peu inversé l'histoire, c'est-à-dire qu'il a une fille qui est avocate, etc. Donc c'était encore un film qui était beaucoup basé sur l'histoire. Et puisque vous avez parlé du scénario, on a l'impression que vos films, justement, ont un scénario extrêmement précis, extrêmement travaillé, donc d'où évidemment la narration, le fait que le spectateur est intéressé. Et est-ce que vous pouvez parler de ça ou... Oui, le scénario, c'est pas... c'est quelque chose de très difficile à lire pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est pas un livre, en fait, c'est une chose technique, mais il y a les dialogues, il y a les descriptions des personnages, il y a tout cela, mais il y a ce scénario, ça doit être surtout dans la tête du metteur en scène. Parce que si on faisait un scénario avec tout ce qu'il y a dans le film, on faisait un scénario de 500 pages, que personne ne lirait, que les producteurs disaient, mais ça va coûter 10 millions, on ne peut pas le faire, etc. Donc, on fait des scénarios qui sont finalement des jeux techniques, surtout. Mais il faut l'écrire, à mon avis, il faut écrire le scénario avec la plus grande précision possible, en tout cas dans la tête du metteur en scène et du scénariste, exactement ce qu'il doit être. Je parlais d'éthique tout à l'heure, ça en fait partie.
c'est vrai qu'il y a une époque où on en parlait beaucoup au cinéma, on en parle un tout petit peu moins maintenant, d'improvisation. C'est-à-dire, il faut faire des films d'improvisation. Je les conçois, c'est possible, il y a des sujets qu'on peut improviser. On suit le travail de personnes dans une usine, dans les bureaux, etc. Bon. Mais c'est un autre concept complètement différent. Et parfois, je dis, si je veux avoir, je ne sais pas moi, pour un film, telle ou telle chose, est-ce que je peux l'improviser le matin où j'arrive? Il y a un vieux exemple que me disait René Clair, parlant d'improvisation, j'étais pas dans un film assistant de René Clair, et on parlait beaucoup à l'époque de l'improvisation. Il me dit, mais si je veux un chameau, moi, le matin, qui va me l'apporter? Je perds la journée pour avoir des chameaux pour mon film. Donc, il faut le prévoir, etc. Bon, c'est un exemple banal, mais il s'agit aussi de choses beaucoup plus simples. Un livre comme celui-là, pour qu'un acteur le présente, ben, il faut l'avoir, sinon on ne peut pas l'improviser. Voilà. Donc, mais surtout, quand il s'agit d'improvisation, il y a une histoire. Je prends 2 minutes pour vous raconter cette histoire qui me plaît beaucoup. C'est une sorte de mythe chinois, dit-on. Il y a un empereur chinois qui a demandé à un peintre célèbre de lui faire une très belle peinture pour sa mur. Et le peintre est parti. Un an après, il n'était pas revenu. Et le Chinois, enfin l'empereur, a envoyé quelqu'un et dit, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il a ramené sa peinture. Il lui a dit, et ma peinture? Il a dit, oui, il me faut des pinceaux, il me faut tout cela. Il lui donne, il se met devant le Chinois et il fait sa peinture formidable. Et l'empereur, content, lui dit, très belle, combien je vous dois? Et il lui demande une somme énorme. Il dit, vous travaillez là 2 heures et vous voulez cette somme? Il dit, mais je travaille depuis 1 an. C'est-à-dire, il avait tout dans la tête et qu'il a reproduit. Voilà. C'est un tout petit peu ça, le cinéma, je crois, enfin un film. Oui. Essayez de faire discrètement, c'est loupé. Oui. Oui. Et vous avez déjà parlé, disons, du choix des acteurs, hein, ce qu'on appelle le casting. Et bon, j'ai lu que vous aviez déclaré que, évidemment, c'était, on peut le comprendre, hein, c'était très important. Et lorsqu'on avait trouvé le bon acteur, que c'était plus de 50%. Du casting, on parle beaucoup, c'est vrai. Oui. On parle beaucoup de casting. Quand j'étais jeune, on appelait ça la distribution des rôles. Maintenant, on a pris ces mots très internationalisés qui s'appellent casting. Bon, moi je pense que les acteurs, c'est les vrais collaborateurs du metteur en scène. C'est les collaborateurs parce que quoi? Parce que c'est eux qui apportent à vous l'histoire qu'il veut raconter. Donc c'est une sorte d'osmose qui doit se produire et une entente, me semble, complète pour ce qu'on peut faire. Sinon, c'est des bagarres, etc. C'est des bagarres après pendant le tournage. Je sais qu'il y a des collègues qui ont souffert beaucoup parce qu'ils n'ont pas bien choisi ou ils n'ont pas suffisamment expliqué. Alors, c'est ça. Et puis, le secret aussi, c'est de connaître les acteurs, d'aller les voir au cinéma, au théâtre, voir ce qu'ils font, comment ils sont, connaître un peu leur vie, et à partir de ce moment-là, leur proposer les rôles, et surtout, discuter longuement avec eux, de faire lire le scénario, leur dire tous les détails, et s'ils acceptent, on va ensemble, cette aventure qui est une aventure assez abstraite, parce qu'on ne sait jamais ce qui va en sortir d'un film. Hein. Dites-vous bien qu'on est dans les noirs, parce qu'on ne vous connaît pas, et tant mieux d'ailleurs. On ne sait pas comment vous allez agir. Donc, on parle tous dans cette aventure, et on la vit il faut la faire avec passion, avec beaucoup d'intérêt, c'est se dédiquer complètement. Et donc, c'est pour ça que les acteurs, il faut que ce soit, pas forcément des amis, mais en tout cas très proches, pas dans cette période, et les connaître. Donc, je vois beaucoup de films, voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Il est vrai aussi que j'ai appris ça parce que quand j'étais assistant, les assistants faisaient la distribution des rôles. C'est-à-dire, comme ça, on connaissait tous les acteurs, et quand on prenait le scénario d'un metteur en scène, on faisait la liste des rôles, et à côté, on mettait des noms d'acteurs qu'on imaginait. On les montrait au metteur en scène, et puis on faisait venir ceux qui lui paraissaient les plus proches, s'il les connaissait. S'il ne les connaissait pas, on les faisait venir tous. Il les voyait, il discutait avec eux, il décidait. Donc c'était cette habitude-là qui, malheureusement, à mon avis, elle est un peu perdue aujourd'hui. Moi, je voulais en fait juste apporter une petite précision. On parle du casting sur les scénarios. Donc en fait, vous êtes co-scénariste de tous vos films. De tous vos films. Et surtout, c'est le travail qu'il y a en amont de documentation énorme, si j'ai bien compris,
qui est ce que vous revendiquez en fait un point de vue subjectif, documenté. Et j'ai souvenir, c'est dans Amen, à la fin du générique, je crois que vous donnez en fait une bibliographie La liste des livres. des livres, ce qui est complètement inédit dans le cinéma français, où généralement on cache ses références pudiquement. Et voilà, donc c'était pour revenir un peu là-dessus sur... Oui, et on n'avait pas tous mis, parce qu'il y avait beaucoup plus que ça. On a mis 7 ou 8 livres qui étaient les plus importants. Parce que, voilà, on était dans un sujet... Vous savez, le Amen, c'était basé sur une pièce qui a été jouée dans les années 60, 63, je crois, à Paris, écrite par un jeune Allemand, qui s'appelle Rohut, et qui... c'était la relation d'un prêtre avec le pape, et le jeune prêtre accusait le pape de silence pendant les exterminations des Juifs. Et à l'époque, ça avait fait un scandale énorme, je ne sais pas, peut-être les plus anciennes se souviennent, un scandale énorme, etc. Et alors, on a décidé, avec Claude Berry beaucoup plus tard, parce qu'on voulait le faire avant, mais les droits étaient pris, on ne savait pas qui les avait, etc. Et puis les droits, ils sont libérés. Et avec Claude Berry, on a décidé de faire ce film. Lui produisait, et moi je le mettais en scène. Et alors, on a changé complètement la pièce, en fait, parce que la pièce était sur le pape et le jeune prêtre. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est la résistance des deux personnes, du prêtre et d'officier allemand, qui sont basés plus ou moins... L'officier allemand s'est basé complètement sur un vrai personnage. Le prêtre, c'est un peu une sorte de composite de plusieurs personnages. Il fallait donc réduire le rôle du pape au minimum. C'est d'ailleurs, on le voit quelques secondes, peut-être 2 ou 3 minutes dans tout le film, et parler des résistances de ces personnes-là, qui savent ce qui se passe et qui font tout pour avertir le monde. Et puis, on est beaucoup dans le monde ecclésiastique, etc., et on a des déclarations des uns et des autres. Il fallait donc vérifier tout. Et vérifier tout, ça voulait dire passer par tous les livres d'histoire, ne pas rencontrer des acteurs de cette époque, d'abord parce qu'ils étaient beaucoup trop vieux et beaucoup n'existaient pas, mais vérifier ce qu'il a été dit, ce qu'il a été fait, jusqu'aux répliques du pape, pour ne pas aller trop dans les choses qu'on affirmait, trop loin dans les choses qu'on affirmait. Être vraiment dans le vrai, je ne dirais pas dans le vrai, mais je répète le mot éthique, de ce qu'il a été dit. On a été même jusqu'à trouver les répliques d'une scène, enfin les scènes, les paroles, les dialogues d'une scène entre l'ambassadeur allemand et le bras droit du pape, trouver exactement les mêmes paroles dans les mémoires de l'ambassadeur et dans les mémoires du cardinal, et on les a confrontés, et c'était très peu de choses pareilles. Donc on a fait ce travail-là, et c'est vrai que on pourrait dire que tout ce qui a été dit et fait dans le film était complètement basé sur des témoignages vrais ou écrits qu'on a trouvés. C'est en ça que me paraît la recherche très important. Ça prend beaucoup de temps. Pour le dernier film, Le Capital, par exemple, on a passé 3 ans à lire, relire l'économie, et Dieu sait si, quand on plonge dans le livre de l'économie, c'est rébarbatif au possible. Mais c'est vrai qu'il y a des pépites ici et là qui peuvent servir au cinéma, en tout cas des vérités qui sont indispensables d'être contrôlées. Alors le scénario, je vois difficilement, c'est vrai qu'il m'arrive des scénarios, ils arrivent à tous les metteurs en scène des scénarios. Le scénario, je ne me vois pas prendre un scénario et l'illustrer, ça n'est pas ça. Je pense qu'il faut avoir participé. Il y a des films que je fais en Amérique qui ne sont pas signés pour une raison légale. Les guildes de metteurs en scène et de scénaristes américains ont une règle. Un metteur en scène ne peut pas signer un scénario s'il n'a pas fait 51% du scénario entier. Alors le seul scénario dont j'ai fait plus de 51%, c'était Missing, et je l'ai signé. Mais les autres, j'ai fait, je ne sais pas moi, 30, 25%, je ne sais pas combien, et je ne les ai pas signés naturellement, mais j'étais dans tout le scénario. Alors, un petit détail technique aussi. Alors, comment ils contrôlent la part de chacun? Alors, le scénario qu'on écrit, si le metteur en scène a fait X pages, il les met à une certaine couleur. Le scénariste qui intervient, il y a d'autres couleurs. Alors parfois, il y a 3e scénariste, 4e scénariste, 5e. Alors il y a des couleurs différentes. Il y a un comité de la guilde des scénaristes, dont on fait partie, qui lit et qui décide, voilà, qui va signer. Et cette signature a un sens.
c'est parce qu'après, il y a ce qu'on appelle les résiduals. Chaque fois que les films se jouent quelque part, il y a un peu d'argent qui arrive. Alors ceux qui signent touchent de l'argent, ceux qui ne signent pas, ils ne touchent rien du tout. Et pour le film Eden à l'Ouest, on a souvent dit que c'était peut-être le film le plus personnel. Qu'est-ce que vous pensez? Non, tous les films sont personnels, vous savez. Non, celui-là, on l'a dit parce que je suis moi-même immigré, je suis arrivé en France pour faire des études, donc je suis arrivé comme avec un visa de tourisme. À l'époque, aux années 50, il fallait un visa de touriste, et puis je me suis inscrit à l'université. Mais il est vrai aussi s'il y a quelque chose de personnel, c'est comment on vit quand on arrive dans un pays dont on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas les habitudes, et il faut s'adapter à chaque moment. Il faut essayer de comprendre ce que disent les autres. Les Français parlent trop vite. Je parle trop vite moi-même maintenant. Et alors, pour les comprendre, c'est un effort énorme. Donc ça, je connaissais. Je connaissais aussi un peu des regards, un peu qui c'est celui-là, d'où il vient, etc. Voilà. Mais à l'époque, c'était une époque merveilleuse. Vous savez, comme étudiant, j'avais besoin, comme d'autres, besoin de travailler parce que les parents n'envoyaient pas d'argent, mais il y avait du travail partout. On avait rue Soufflot, il y avait les centres des étudiants, il y avait des listes énormes de travaux qu'on pouvait faire, le soir, le dimanche, le samedi, etc. C'était une époque extraordinaire. Ce n'était pas des travaux merveilleux, hein, on ne touchait pas des sommes énormes, mais on avait les voitures, etc. Mais il y avait du travail. Donc c'était en ça qu'on dit que c'était... Mais ce n'est pas du tout biographique. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de migrés. Moi, ce qui m'a fasciné toujours, c'est les gens qui partent du Niger, par exemple, ou du Pakistan. Et pour le Niger, pour arriver à Paris, vous voyez un peu la géographie, il faut passer. Soit on passe par la mer, par le côté, sur la carte côté gauche, soit par le côté droit, où il faut marcher, traverser l'Égypte, traverser le Sinaï, traverser Israël, traverser la Turquie, passer par la Grèce ou par la Bulgarie et arriver à Paris. C'est des odyssées extraordinaires. Donc ces gens-là, je me suis dit, mais ils ont quelque chose dans le ventre. Ça n'est pas des nuls. Donc, alors c'est vrai aussi que nos sociétés ne peuvent pas les accepter tous, etc., etc. Donc, mais il faut donc essayer de le regarder d'une autre manière, que comme des gens qui viennent ici pour nous piquer, comme ils disent, le travail, pour nous piquer nos femmes, pour nous piquer ceci et cela, ou nos filles. Donc, avoir pour eux du respect comme être humain. Et puis il y a des lois qui décident ce qu'il faut faire d'eux. Ça n'est pas à moi ni au cinéma de décider ce qu'on fait d'eux, c'est des lois. On élit des gens pour cela, c'est leur travail. Voilà. Donc cette espèce de... Et comme je dis tout à l'heure au début du film, en faisant de la recherche, j'ai découvert aussi qu'une grande partie des Français ont des origines d'ailleurs. Voilà, que ce soit d'Espagne, que ce soit d'Italie, que ce soit de Pologne, que ce soit des Grecs. Non. Ça veut dire que leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, c'était des personnages un peu comme ceux-là, qui sont arrivés dans une France qui avait probablement besoin d'eux à l'époque, pour aller dans les mines pour les Polonais, pour les Italiens, etc. Et ils ont fait carrière, ils ont fait... Voilà, c'est comme ça qu'il faut... C'est pour ça que j'ai choisi ces personnages qui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas quelle est sa religion. J'ai choisi même le nom, il s'appelle Ilias. Donc Ilias, il peut être chrétien, il peut être juif, il peut être arabe, etc. Elias, ça vient du grec Hélios, qui est le soleil, donc ça aussi, ça m'avait bien plu. Et c'est comme ça qu'il y a le personnage qui traverse la mer, qui traverse tout, il arrive à Paris. Et ce que j'aimais aussi, c'est que parfois on croit qu'on lui donne, comme la dame très gentille, qui lui donne une veste, tu lui dis voilà, maintenant tu vas du travail, tu vas trouver du travail. Parce qu'il y a aussi cette gentillesse, cette simplicité. On pense que voilà, il suffit de travailler. Combien de fois j'ai entendu dire, ils sont on habite à côté d'une église Saint-Jacques à Paris, et il y a toujours devant l'église des pauvres qui demandent la pièce. Eh bien, j'entends des gens qui disent, mais il faudrait qu'ils travaillent. Mais comment voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas travailler, ils ne trouvent pas du travail, même s'ils le veulent. Donc c'est un peu ça le problème aussi. Alors le film essaye de raconter ça, et essaye de raconter aussi le rêve que l'Occident, pour beaucoup de monde, parce que c'est vrai que nous vivons dans un pays exceptionnel, j'ai beaucoup visité dans le monde, et c'est vrai qu'on ne le sait peut-être pas trop, on vit dans un pays exceptionnel, et que la vie est organisée d'une manière assez étonnante pour d'autres pays. Donc ils voient ça dans la télévision, ils voient ça dans les photos, ils veulent venir vers le paradis, qui n'est forcément pas un paradis. On sait très bien les problèmes que nous avons, mais c'est quand même
Pour eux, c'est un paradis, même s'ils viennent ici et ils vont un travail misérable, ils vivent dans un gourbi. Et pour eux, quand même, par rapport à ce qu'ils vivent, et surtout par rapport à l'avenir qu'ils peuvent avoir. Parce que c'est ça, pour les plus jeunes, c'est ça qui compte. Ils disent, qu'est-ce qui va se passer? Tandis qu'en France, ils se disent, à l'Occident, en France notamment, c'est ouvert. Tout est possible. Tandis qu'eux, chez eux, rien n'est possible. Il y a des Pakistanais. En Grèce, j'ai appris qu'il y a des milliers de Pakistanais. Vous vous rendez compte, du Pakistan, ils arrivent en Grèce. Ils passent par la Turquie, ils traversent tout le monde, ils traversent la mer. Et qu'est-ce qu'ils trouvent en Grèce? Qu'est-ce qu'ils trouvent? La misère, mais ils ne veulent pas partir non plus. Ah, d'accord. Oui, à propos du boulanger, je trouvais que Qu'est-ce c'était... qu'il a dit, Michel? Je n'ai pas entendu. Elle n'entendait pas. Ah bon, À pardon. propos du boulanger, j'ai été particulièrement ému parce que quand j'étais à l'école primaire, on disait qu'on venait manger le pain des Français. Non, hein, le pain, le symbole. Oui, il y a des On expressions on comme me l'a ça. dit, hein, vous venez manger le pain des Français. Et pour revenir à votre film, bon, je trouve qu'il est évidemment, il y a un grand respect du spectateur puisque vous n'imposez pas, une thèse, vous montrez les divers aspects. Et je pense qu'il y a des touches d'humour, d'ailleurs en le revoyant, hein, c'était bien de le revoir avec le public toujours. Donc il y a C'est bon pour les producteurs aussi, hein, si vous le voyez des fois. de temps en temps, les gens rient, donc vous n'avez pas choisi de faire quelque chose. En plus, on voit quelqu'un qui revient. Enfin, on voit toute la complexité de ce problème, qui est un des grands problèmes, je pense, de notre époque. Et qui le sera, dites-vous bien. Il y a plusieurs années, il y avait un dîner où il y avait des hommes politiques importants, et il y en a un qui dit. Il me dit, pourquoi vous ne faites pas un film sur la banane bleue? Je dis, c'est quoi la banane bleue? Il me dit, la banane bleue, c'est l'Europe vue de satellite la nuit. C'est-à-dire, depuis l'Allemagne jusqu'à peu près l'Espagne, ça a une forme de banane. Et il me dit, on pense que dans les années à venir, au moins 25 millions de personnes vont arriver dans cette banane bleue parce qu'ils sont attirés un tout petit peu par ces paradis qui voient dans la paix, etc. Et c'est ça. C'est ça. Donc ils sont attirés par notre bien-être qu'ils n'ont pas chez eux. En même temps, j'ai envie de dire que Elias fonctionne un personnage qui fonctionne un peu comme un révélateur à blanc de la société d'aujourd'hui, effectivement au gré des personnes qu'il côtoie. Et aussi, il y a quand même ce plan au début où il est avec son dictionnaire, et les personnes qui sont issues des familles immigrées. Enfin, moi, je sais que ce dictionnaire, je l'ai vu chez mes grands-parents, par exemple, où on répétait des phrases comme ça, des définitions, des échanges de phrases. Et donc, il y a aussi ce côté, ces personnages un peu révélateurs d'une situation sociale. Ils viennent en France, c'est le rêve de la France, c'est pas celui de l'Amérique, où on peut dire ironiquement qu'ils pourraient faire de l'argent. Là, non, la France, c'est l'idée aussi d'une certaine vision des droits de l'homme, qui va être d'ailleurs mise à mal assez rapidement. Et je pense, voilà, ces personnages un peu que j'appelle révélateurs à blanc, on a un peu ça aussi avec le personnage de José Garcia, après, dans le Capital. C'est-à-dire, il réagit pas seulement par rapport à sa situation personnelle, mais par rapport à l'image qu'une société, à un moment donné, lui renvoie, de quelqu'un qui ne vaut plus rien. Et je ne sais pas si on peut continuer sur le couperet, parce que moi, je trouve que les trois films forment un peu une trilogie. Bon, c'est encore mettre une étiquette, désolé. Un peu une trilogie assez cohérente, finalement, qui se termine. Trois fables, aussi, d'une certaine façon. Il y a la fable un peu sarcastique, un peu noire du couperet, la fable un peu peut-être plus porteuse d'espoir, finalement, d'Éden à l'Ouest, et la fable, je dirais, un peu féroce, quand même, de l'argent, avec ce personnage dont on espère, à un moment, de Marc Merteuil, donc incarné, on va peut-être en reparler, par Gad Elmaleh, qui est un choix, quand même, très pensé, où on espère qu'à un moment, quand même, il va revenir un peu les pieds sur terre, et la fin est terrifiante de ce point de vue-là, quoi. Non, je disais tout à l'heure que les acteurs, pour moi, c'est des vrais collaborateurs, et c'est vrai que, puisque vous avez parlé du Capital, je demandais à Gad Elmaleh, qui est le personnage, peut-être, un des acteurs les plus aimés en France, puisque quand il y a cette espèce de sondage annuel, il est premier, deuxième ou troisième, etc. Je lui dis, est-ce que tu veux faire ça? Il est hésitant au début, il m'a dit, pourquoi moi, etc. Il a vu le film que j'ai fait avec Jacques Lemon, il a dit, bon, je l'ai fait, allons-y. Je lui ai dit, voilà, il faut faire un personnage pour lequel on a de la sympathie. Au début, il a dit, il est là, qu'est-ce qu'il va faire?
Et peu à peu, on s'aperçoit que ce n'est pas ça. Et c'est là parce que, pour des choses. D'abord parce que je pense que quand les hommes, que ce soit les banquiers ou que ce soit les personnes qui s'occupent de la finance d'une manière générale par la télévision, ils sont parfaits. Et c'est vrai que ceux que j'ai rencontré quelques-uns des plus importants en France, ils m'ont complètement séduit par leur qualité humaine, pendant le déjeuner par exemple, par leur connaissance, par les langues qu'ils parlaient, la connaissance du monde, et les propositions qu'ils faisaient pour changer les choses, pour que les choses changent. Comme par exemple, il faut réguler. Ils me disaient, il n'y a qu'une chose pour les banques, il faut réguler, réguler, réguler. Et c'est les mêmes personnes plus tard, quand le gouvernement a voulu réguler, ils sont intervenus, ils disent, vous régulez trop. C'est les mêmes personnes. Parce que vous allez nous ficher en l'air, etc. Les Américains vont nous manger, etc. Donc, Gad Elmaleh, c'était ça. Il fallait qu'il soit sympathique et que, au fur et à mesure, les spectateurs se demandent, mais où il va? Et pensant qu'à la fin, il va faire quelque chose pour changer le monde. Eh ben non, pas du tout. Je veux que les spectateurs sortent de ce film dérangés. Alors évidemment, ça n'est pas très populaire, hein, et ça n'est pas non plus très bon pour le box-office, comme on dit. On dit bon, et bon, on l'a fait quand même comme cela, parce que je ne pense pas que ces gens-là peuvent changer. Et s'il y en a un qui change, eh ben, il ne fait pas changer tout le monde. Les autres restent les mêmes. Voilà, la plupart. S'il y en a un qui a des velléités comme ça. Il y a un film, moi, que j'ai beaucoup aimé, que vous l'avez sûrement beaucoup vu, beaucoup d'entre vous l'ont vu, c'est Wall Street. Formidable film, qui dit beaucoup de choses très très bien, etc. Mais ce qui m'a toujours gêné, c'est qu'à la fin, c'est le méchant, il est puni, un peu, et puis les bons gagnent. Est-ce que vous avez vu à Wall Street des bons qui puissent gagner, puisqu'aujourd'hui, je veux dire, c'était ça. Donc il ne fallait pas aller dans cette direction-là, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le happy end, la catharsis, comme on dit en bon franco-grec, pour que les spectateurs sortent contents et que voilà, la vie va bien, etc. Alors, il a fallu, aujourd'hui, nous vivons une époque, sur le plan économique, vous connaissez tous ce qui se passe, il fallait que les spectateurs sortent dérangés. Oui, il y a quelque chose que j'aurais pu dire, on l'a dit dans d'autres lieux aujourd'hui, c'est que avec Pilar, nous étions à Saint-Sébastien, nous avons assisté à la projection du Capital. Nous avons vu tout petit là-bas parce qu'il y a une salle énorme, énorme, et l'expérience, vraiment la réaction du public était extraordinaire. Et rappelez donc, ça a été dit, ça a été écrit, que lors de la cérémonie des Goya, une actrice, Maribel Verdú, qui, comme disait Pilar tout à l'heure, n'est pas spécialement politisée ou engagée, devant 4-5 millions de spectateurs probablement, elle a ressenti le besoin de remercier celui qui avait fait ce film, Le Capital, où on disait que, justement, avec un certain cynisme, il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait prendre aux pauvres pour enrichir les riches, le contraire de Robin des Bois. Donc, voilà. Là, vous avez touché un public. Après, je ne sais pas quels sont les chiffres du box-office. C'est-à-dire qu'on a pris cette phrase qui semble comme une sorte de plaisanterie, mais ça n'est pas une plaisanterie. On a pris une phrase, cette phrase avec Jean-Claude Grimbert, avec qui on a écrit le scénario. On voulait trouver une fin comme cela, dans ce sens-là, et j'avais trouvé une phrase du patron de Goldman Sachs qui avait dit « On prend aux pauvres, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais qu'ils sont les plus nombreux. » Voilà. Et il avait raison. Donc on s'est dit, on ne va pas mettre cette phrase, elle est trop crue comme ça. Il faut trouver une sorte de phrase. Voilà. Et on a trouvé cette idée de Robin des Bois qui prend. Voilà, on était étonné d'ailleurs de voir que le président américain, M. Obama, pendant sa campagne électorale, il a dit la même chose pour son adversaire. Il a dit, c'est un riche qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Mais il est vrai aussi que ça se vérifie, si vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Chypre, un ministre hollandais, donc j'oublie le nom, qui dirige le groupe là, des décideurs à la Commission européenne, ils ont décidé de prendre de l'argent à tous les pauvres pour sauver les banques. C'est formidable. C'est-à-dire que les pauvres qui ont des petites économies de 10, 20 000 euros, ils se saignent pour avoir des économies pour le futur, pour les vacances, etc. On va les prendre 7% pour sauver les banques, pour sauver
des choses que les politiques ou la Commission européenne n'a pas réussi à surveiller pendant des années et laisser les dettes filer, etc. Donc, ils vivent dans un monde complètement différent. D'ailleurs, les banquiers que j'ai vus, avec qui je parlais, eh ben c'est ça. Ils vivent dans un monde le leur. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le film, je fais communiquer à travers des images, à travers des téléviseurs, etc. Ils ne savent pas ce qui se passe plus bas. Ils ne savent pas ce qui se passe pour ceux qui gagnent 1500 à 2000 euros, 3000 euros par mois maximum. Ils voient qu'il y a des gros salaires. Et d'entre eux, d'ailleurs, très important et très cinéphile, il m'a demandé d'expliquer le cinéma, comment se passe, etc. Il est très content que le cinéma français marche très bien, qu'on est très divers, etc., qu'on a beaucoup de jeunes metteurs en scène qui font les premiers films. Et à la fin, il m'a dit, mais ça coûte très cher. Un an après, j'ai vu dans le journal qu'il avait gagné près de 10 millions d'euros dans son année. Voilà. Voilà. C'est un monde qui vit dans sa bulle, qui n'a pas l'air d'exploser d'ailleurs. Oui, on peut dire par un rapport d'idées sur l'anecdote 10 millions qu'un film actuellement, un film à haut budget, c'est 15 millions, hein, je crois, d'euros. Et un moyen, c'est 10 000 euros, les films à gros budget en France. Au budget, Oui. ça dépend des films. Si on fait un Astérix, etc., il peut aller jusqu'à 20, 30 millions, 40 millions, c'est effarant. Le budget moyen, c'est aux alentours de 3, 4, 5 millions, c'est ça, ou 2 millions, voilà. Et les films qu'on considère un peu chers, c'est 10 millions, voilà. À peu près, c'est ça, oui. Mais on n'est pas comme les Américains qui atteignent à 200 millions, qui sont en train d'ailleurs, à mon avis, de fusiller complètement leur cinéma. Enfin, c'est un autre discours. Donc, je crois qu'on peut commencer un tour de parole avec le public. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. La première question est toujours la plus compliquée. Non, mais c'est pas compliqué. Voilà. Vous allez avoir un micro. Bonsoir, très content. Je demanderai, comme dans les colloques universitaires, question courte. Bonsoir, très content, très ému de vous rencontrer, Monsieur Costa-Gavras. On connaît bien vos liens privilégiés et le rôle joué par vos amis scénaristes et co-scénaristes, Georges Semprin, Jean-Claude Rambert, vos acteurs de prédilection, Yves Montand, Simone Signoret. On connaît peut-être un peu moins le rôle joué et les liens que vous avez de complicité et de collaboration avec vos producteurs. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques précisions? Et je pense notamment évidemment à Jacques Perrin qui vous a aidé beaucoup au tout début et à votre femme Michèle Ray-Gabras. Merci. C'est vrai, c'est un autre collaborateur qui est essentiel pour un metteur en scène, c'est le producteur. C'est vrai que j'ai vécu une époque où le producteur c'était un peu l'ennemi, etc. Et il est vrai aussi qu'il y avait une certaine époque dans les années 60, etc., des producteurs, des gens qui venaient des milieux qui n'avaient rien à voir avec la production du cinéma, qui étaient un tout petit peu parfois pas des escrocs, mais enfin des faiseurs d'histoire. Et il y avait une mauvaise réputation. Moi, je pense que les producteurs, c'est un vrai collaborateur. Perrin, par exemple, c'est grâce à Perrin que Z a été fait. Le film ne se faisait pas, on ne trouvait pas l'argent, et j'ai dit à Jacques, on avait la liste des personnages, on avait tout, etc., la liste des acteurs qui voulaient le faire, on ne donnait pas l'argent. J'ai dit à Jacques qu'il ne peut plus se faire. Il m'a dit, est-ce qu'on peut le faire en Algérie? Parce qu'on ne trouvait pas les lieux non plus. On a voulu faire en Italie ou le sud de la France, ça ne ressemblait pas beaucoup, et puis ça coûtait beaucoup trop cher. Et je lui dis, allons voir, nous sommes allés voir, je dis, on peut le tourner ici. Et il connaissait bien les Algériens, et il leur a fait lire les scénarios, à un ministre surtout qui était un docteur lettres français, un type très très cultivé, etc. Et il a dit, voilà, vous voulez tourner ici, on n'a pas d'argent, mais vous pouvez vous donner toutes les facilités pour tourner dans les rues. Et c'est grâce à Jacques que le film a pu se faire, à sa ténacité. Et depuis, d'ailleurs, Jacques Perrin, c'est un des meilleurs producteurs en France, c'est lui qui fait les films les plus originaux, les films qui coûtent des fortunes, mais qui dépensent tout l'argent qu'il faut. Il n'a jamais, je pense qu'il vit toujours avec 3,50 francs, si je puis dire, mais il dépense tout son argent pour faire un film. Et tout l'argent qu'il avait gagné avec les films précédents, il a fait, avec les Microcosmes par exemple, il a donné pour faire l'Océan. Voilà.
Et il a construit des appareils extraordinaires pour aller très en profondeur, pour filmer les baleines, etc. Voilà, c'est ça Jacques Perrin, et c'est un grand producteur. Alors les relations avec lui sont absolument admirables. Bon, j'ai eu des producteurs américains, mais c'est une relation tout à fait différente. Parce que les producteurs américains, on en parle beaucoup, mais c'est des employés des grandes compagnies, n'est-ce pas? C'est des employés de grosses sociétés qui sont là, ils apportent les sujets souvent, mais qui sont là à surveiller le tournage, à voir comment ça se passe, et faire des propositions. Alors parfois il y a des bagarres, et puis eux-mêmes ils sont suivis par un vice-président ou un président de la major, de ces grandes compagnies américaines, pour voir si ça va bien, etc. Donc c'est une relation tout à fait différente. Et puis finalement, pour retourner en France, beaucoup d'entre nous, les metteurs en scène, nous avons créé une société qui s'appelle l'ARP, des réalisateurs producteurs. Et pourquoi producteurs? Parce que quand on n'a pas assez d'argent, on met notre salaire, on met tout, on travaille pour rien. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on nous fait plus confiance, les acteurs et d'autres, quand on dit, voilà, on fait le film avec des participations. Donc, ils sont plus sûrs que nous. Voilà. Et dans cette formule-là, j'ai eu la chance que ma femme acceptait, elle avait déjà produit d'autres films, de produire certains de mes films. Et c'est vrai, c'est tout à fait une autre relation. Vous pouvez l'imaginer. Elle croit au metteur en scène, quoi. Voilà. Et ça a été, et c'est toujours important. D'ailleurs, dans ce domaine, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Michel, et dans les autres domaines aussi, dans la vie privée aussi, c'était une grande chance d'avoir été choisi, parce que je sais qu'on est toujours choisi par les femmes, on est choisi par les femmes, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Il y a une autre question. Merci, bonsoir. Je voudrais revenir sur le film Eden à l'Ouest. Ça a été un peu évoqué, le côté humour. J'aurais quand même l'impression que ce film, dans la filmographie que je connais de vous, j'ai pas vu le Capital par contre, mais tout ce que j'ai pu voir, c'est vraiment un film qui est vraiment particulier par rapport justement à ce côté presque comédie, peut-être comédie dramatique parfois, mais comédie. Je voudrais que vous me disiez pourquoi vous avez fait ce choix. C'est vrai qu'on voit même l'acteur qui est obligé de se mettre à nu pour rentrer dans l'Éden, donc c'est un petit clin d'œil. Et aussi sur le titre. L'Éden à l'ouest, moi j'ai fait à l'est d'Éden. Non, l'idée, comme j'essayais de dire tout à l'heure, on pense que... D'abord, moi je crois beaucoup au sourire dans un film, au rire éventuellement, mais au sourire aussi. Je sais que ça n'est pas toujours ce que beaucoup de critiques et d'historiens du cinéma pensent en France. Ils pensent qu'il faut séparer les choses sérieuses, n'est-ce pas? Je crois cela. J'ai envie de dire qu'on rit à Z. Par exemple, il y a une scène où c'est Marcel Bozzeffi qui s'enfuit de l'hôpital avec son plâtre. C'est quand même intense. Alors peut-être que c'est aussi un moyen cathartique pour le spectateur, un peu oppressé par ce qu'il a vu. Mais je crois que vous racontiez que les gens riaient dans la salle à un moment. Oui, ils ont été surpris, oui. J'étais surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Enfin bon, ça... Mais je pense en même temps que... Vous parlez du film que vous avez vu, Eden à l'Ouest. J'ai voulu que ces gens-là ne portent pas le malheur, ne portent pas n'ont pas un côté sombre, qui a des moments de sourire, peut-être même de rire, mais de sourire en tout cas, parce qu'ils se trouvent dans une situation complètement absurde. Pour eux, ils ne parlent pas la langue, et il faut qu'ils répondent, il faut qu'ils réagissent, et ils se créent. Ça n'est pas un sourire ou un rire de comédie, de dialogue, etc. Non, c'est des situations. Je préfère ces sourires-là, parce qu'il y a des situations tellement absurdes qu'on finit par rire. Et ça me paraissait très important, surtout, comme je disais, pour ne pas donner l'impression que ces gens-là, ils arrivent vraiment avec tout le malheur du monde. C'est un humour un peu à la Chaplin. Bon, d'ailleurs, dans Eden à l'Ouest, c'est cette pantomime avec le magicien et donc, oui. Elias. Oui, il y a ces mimes aussi. Dans ce film-là, je trouve qu'on... D'ailleurs, beaucoup de gens disent, mais vous croyez... Oui, mais Chaplin, il a tout fait. Hein. Il ne faut pas l'imiter, mais on peut... Il a tout fait, et je cite toujours là, et si vous ne l'avez pas vu dernièrement, regardez-là, vous allez beaucoup rire, et vous allez retrouver notre monde d'aujourd'hui, les temps modernes. Je le montre à mes petits-enfants, qui sont tout petits, ils comprennent tout, ils veulent le revoir sans arrêt. Ils rient tout le temps, et s'ils parlent de notre époque, c'est formidable. C'est formidable et triste à la fois, mais enfin bon, c'est comme ça, voilà. Alors, d'autres questions?
fasciné par cet acteur. J'ai cherché partout. C'est un athlète, il court comme... Voilà. Très bien, très bonne question, parce qu'en plus, beaucoup de gens m'ont dit, tu as choisi un garçon très très beau, et c'est vrai aussi, que quand on a fait l'affiche, toutes les secrétaires des différents... Mais figurez-vous, si j'avais choisi un Ledron, on m'aurait dit, mais c'est comme ça que vous le voyez. Mais au départ, je voulais demander à Kassovitz de faire le rôle. Mais il était pris. Il ne pouvait pas le faire. Donc il faisait son film, il fallait attendre 1 an, etc. Et puis je cherchais partout, et tout à fait par hasard, je suis tombé sur 2 films italiens que j'avais vus, et j'ai vu ces jeunes hommes-là, et j'ai voulu les rencontrer. J'ai rencontré. Il était par hasard à Paris, d'ailleurs je téléphoné à Rome, il était à Paris. J'ai rencontré, et il m'a paru le personnage juste. Voilà. Oui. Bah, c'est son histoire. Il faut être avec lui tout le temps. C'est une histoire et c'est un bon acteur. Il a compris tout. D'ailleurs, il ne parlait pas beaucoup de français au début du film. À la fin, il en parlait très très bien. Il a appris très vite. Et c'est un film d'une certaine manière muet, puisqu'il... Oui. Et ça aussi, ça a été une difficulté pour un acteur, parce que les acteurs, ils aiment bien avoir des dialogues pour expliquer les situations, etc. Je pense que c'est un jeune homme qui va faire... Il est déjà en Italie, il fait une bonne carrière. Je pense qu'il sera un des grands acteurs italiens qui va se révéler. Pardon. Elle n'a pas aimé du tout la prestation de Gad Elmaleh dans Le Capital. Il y a des gens qui me disent ça, parce qu'on a une autre vision de Gad. Mais vous savez, c'est pas... Oui, parce que vous avez une image de Gad Elmaleh. C'est vrai qu'on... Moi, vous m'excuserez, mais je serais en désaccord complet avec vous, parce que, comme je disais, j'ai vu beaucoup de gens. Et c'est vrai que Gad, on a réussi à construire peu à peu un personnage très calme, comme tous les personnages qui ont du pouvoir, sans geste, sans lever la voix. C'est les gens qui ont du pouvoir. Le pouvoir consiste à ne pas se justifier, à dire vous faites ceci, vous faites cela, vous ne faites pas des grands gestes comme ça. Mais c'est ce qu'ils font, madame. Ben oui. Je la voyais venir ensuite, là. Je pense qu'il y a une question. Elle n'a pas aimé, c'est le personnage. Oui, excusez-moi, bonsoir monsieur. Je vais vous poser une question de quelqu'un qui travaille en littérature et qui travaille avec des historiens, parce que je travaille aussi avec Pilar. Et je voulais vous demander quelque chose. Vous avez très bien expliqué tout le travail en amont que vous faites pour un film, en particulier dans l'histoire, sans parler de l'économie pour Capital. Et je voulais vous demander, d'une part, si vous considérez que vous jouez un rôle d'historien, parce que la fidélité à laquelle vous voulez arriver par rapport à ce que vous appelez l'éthique, donc, est-ce que vous vous considérez d'une certaine manière comme un historien? Et d'autre part, quel est le rapport que vous établissez avec la fiction? Parce que dans vos films, quand vous écrivez un scénario, par exemple, quelle part pensez-vous que peut avoir la fiction par rapport à cette fidélité ou cette vraisemblance à l'histoire? Et comment arrivez-vous à concilier ce qu'on appellerait simplement fiction et réalité, enfin, pour simplifier, excusez-moi. Oui, c'est une question qu'on se pose tout le temps, madame. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une chose qui me paraît très, très pertinente, c'est ce qu'a dit un historien italien des relations du cinéma avec l'histoire. Il a dit, le cinéma peut conduire le spectateur dans le cabinet du travail de l'historien, et à partir de là, le spectateur a envie ou pas d'en apprendre plus. Le cinéma, c'est pas un film, ça n'est pas de l'histoire. Un film n'est pas là pour prouver des choses comme le fait l'histoire. Un film est là plutôt pour faire comprendre les choses, essayer d'en savoir plus après, s'il le veut. On ne fait pas de l'histoire, parce que c'est un autre métier, c'est autre chose l'histoire. Ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'explications, et comme je disais tout à l'heure, on n'a ni le temps pour faire cela, ni les moyens, et ça n'est pas le rôle un film, qu'on le veuille ou non, que des boards acceptent ou pas, un film, c'est un spectacle. Vous allez au spectacle.
quand vous allez au théâtre, au spectacle, vous n'allez pas pour écouter un discours universitaire, je répète ça tout le temps. Vous n'allez pas au cinéma non plus pouvoir écouter un discours politique. Vous allez dans un meeting politique, vous allez au spectacle, et le rôle du film, c'est de susciter des émotions. Pour, contre, sourire, rire, pleurer, haïr, tout ça, c'est des bons sentiments humains, et avec lesquels, après, on fait quelque chose, on ne fait rien du tout. À mon avis, c'est ça, pour moi, le film. Si vous permettez, de toute façon, comme vous avez dit, il y a à la base de vos films une réalité que vous avez étudiée longuement. Et je me souviens qu'au début de Z, vous dites, évidemment, il y a de l'humour également, toute ressemblance avec des personnages n'est pas fortuite, elle est volontaire. Et bon, j'ai une note là, mais peu importe, je ne me souviens pas du nom du réalisateur. Il y a un réalisateur chilien, qui a fait un documentaire sur son père qui était très proche de Allende. Et dans ce documentaire, il revient, et le titre c'est Septembre 1973, une affaire non classée. C'est ça, voilà. Et il cite, il y a des témoignages, et également il y a des extraits de Missine qu'il cite, parce que justement, cette réalité que vous avez reconstituée, lui, en plus dans un entretien, il dit que c'est grâce à vous qu'il a pris conscience de ce que ça pouvait être, ces corps entassés, ces tueries. Donc voilà, vous avez, je pense, l'une des forces de votre cinéma, c'est que, évidemment, c'est bien, vous ne prétendez pas être historien, mais évidemment, c'est basé sur une réalité, et on sait qu'il y a en effet, il n'y a pas le désir de manipuler, en même temps, on présente une réalité, et au spectateur de se faire son opinion. Et dans Missine, vous dites d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose, vous dites que c'est basé sur des faits réels, mais que on a dû changer pour des raisons de sécurité, si je peux me souvenir. Je sais pas quoi. Non, pour protéger les films. Ouais, c'est vrai. Ah d'accord. Ouais. Protéger les films, parce que c'est vrai qu'on ne voulait pas que les films soient interdits en Amérique. D'ailleurs, on nous a fait un procès, à moi et à Universal, ils nous ont demandé 30 millions de dollars. L'ambassadeur et puis les vrais personnages de Missing. Et c'est vrai qu'il y a eu un procès, un tout petit peu, auquel, évidemment, j'étais justiciable, comment on dit, à Washington. Ça, c'était assez étonnant. Enfin, on l'a gagné, finalement, d'une manière même, je peux dire, triomphante, puisque les entendus du juge, ils sont toujours encore utilisés à Los Angeles. Il appelait ça un docudrama, documentaire drama, etc. Il dit, voilà, pourquoi... Donc, si vous voulez, c'était pour ça, pour protéger les films, parce qu'en Amérique, c'est difficile. Surtout quand il s'agit de justice et des avocats qui, tout de suite, ils sont prêts à tout pour... Enfin bon, je ne vais pas insister. Alors, d'autres questions? Bien. Ben, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais remercier M. Costa-Gavras de son intervention, de l'élargissement de son regard par rapport à ce qu'est déjà le regard du spectateur. Et puis donc, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine projection, les deux mémoires, scénario et réalisation de Georges Semprin, copie restaurée par la Cinémathèque française, la Cinémathèque catalane, la Cinémathèque espagnole. Et donc, ça sera présenté par Costa Gavras. Merci beaucoup. Merci.